Rebonjour ou bonjour, ceux qui viennent d'arriver. Hop, bon, ma petite zapette, peut-être pas marcher tout de suite, mais bon, de toute façon, vous le voyez juste ici, vous devez sûrement le connaître, Arnaud Codou, député ici au BPI France. Vous êtes un habitué quand même, Arnaud, de FinTech Révolution. Si. Bon, alors aujourd'hui, pour changer, oui, tu me fais un petit signe, il n'entend pas? Eh bien, on va changer de micro, on va tenter celui-ci. Celui-ci, c'est mieux. Ouais. Super, merci. Pour changer, on va parler de crypto. Voilà, comme on se voit souvent, Arnaud, on s'est dit que c'était sympa de parler ce sujet, et pas par hasard évidemment, puisque c'était, j'ai vérifié en mars dernier, que BPI France a annoncé le lancement d'un fonds de 25 millions pour les startups crypto, mais alors pas pour investir en equity classique, ça vous le faisiez déjà, mais pour faire mettre en token. Alors ça, c'est hyper, franchement, il faut le dire, c'est avant-gardiste. Moi, j'ai pas vu d'autres initiatives de ce type dans le monde. Pourquoi le faire à ce moment-là exactement? C'était quoi le petit déclic? Alors d'abord, c'est avant-gardiste en France et c'est avant-gardiste pour un fonds souverain ou une banque publique. C'est pas avant-gardiste tout court. Il y a beaucoup de gens qui le font. Et une des raisons pour lesquelles on le fait nous, c'est qu'il y a beaucoup de gens à l'étranger qui le font et il n'y a pas beaucoup de gens qui le font en France. Or, on pense qu'il faut le faire. Donc, pourquoi maintenant? Eh ben parce qu'on est prêt maintenant. Et qu'étant une banque publique supervisée par la BCE, détenue par l'État, contrôlée par la Cour des comptes, avec un board, etc., il fallait un peu de temps euh, pour convaincre tout le monde. Donc on a pas mal travaillé, il fallait aussi convaincre en interne, et il fallait mettre en place toute la chaîne. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on l'a fait, au-delà je vais y revenir, des raisons profondes. Pour nous, en tant qu'entité, convaincus que la finance décentralisée, que la blockchain, ça va réformer progressivement une partie au moins de la finance, il fallait qu'on se mette à niveau et que nos chaînes de traitement deviennent token compatibles. Donc c'était l'occasion de le faire sur ce sujet-là, on aurait pu le faire sur d'autres, mais on voulait investir en token dans la blockchain parce qu'on investit dans la blockchain, en tout cas dans les entreprises de la blockchain depuis longtemps, suffisamment longtemps pour avoir réalisé que la part des entreprises blockchain qui émettent des tokens, si vous n'êtes pas capable de prendre ces tokens, en prenant que l'equity, vous êtes sûr de rater une partie de la valeur. Vous ne savez pas exactement laquelle, ça va dépendre de ce qu'on appelle les tokenomics, donc de la façon dont les tokens fonctionnent, donc grosso modo de la façon dont une entreprise va répartir sa valeur entre ses actionnaires et les porteurs de ces tokens, mais vous êtes sûr de rater une partie. Nous, on n'avait pas spécialement envie de rater une partie. On l'a fait un certain nombre de fois, de rater la partie token. Et donc, depuis un moment, on se disait, depuis au moins 3-4 ans, pour être honnête, qu'il fallait qu'on traite ce sujet-là. Voilà, le temps de convaincre tout le monde, le temps de mettre en place les chaînes de gestion. Il se trouve que c'est maintenant, c'est pas un mauvais timing, mais il se trouve que c'est maintenant quand même un petit peu par hasard. C'est grâce au travail qu'on a fait, c'est aussi grâce au progrès que ces entreprises ont fait, grâce à la conscientisation un peu générale du fait que c'est devenu important. C'était plus facile de convaincre notre écosystème que c'était important parce que voilà, on n'a pas fait tout le travail tout seul. Et il y a d'autres Euh, fonds d'ailleurs qui vous ont contacté, fonds souverains maintenant, qui vous ont dit tiens, comment est-ce que vous avez fait Alors d'abord, nous, on a contacté pas mal de fonds, Bonjour. pas souverains, étrangers, puis français, pour savoir comment ils faisaient, pour savoir s'ils voulaient venir investir en token en France. Depuis qu'on l'a annoncé, oui, on parle beaucoup aux autres fonds souverains, aux autres banques de développement, donc on a pas mal de discussions avec eux, en particulier parce que eh ben, la blockchain, c'est décentralisé par construction. Et donc, la difficulté qu'on a maintenant que tout ça est opérationnel, c'est quoi une boîte française dans la blockchain. C'est quoi une DAO française? C'est pas évident. Et donc il y a un sujet qui est que ces boîtes étant relativement internationales, il faut probablement qu'on puisse un peu sortir de notre mandat franco-français. Et pour les autres banques, c'est la même chose. Ça ravive pas mal d'intérêt aussi parce que le move des Américains qui est très violent hein, sur ce sujet, très fort, a fait naître une espèce de conscience d'une menace dont on verra à quel point elle est réelle, qui fait que les banques asiatiques, les banques canadiennes, les banques européennes, les banques de développement et les fonds souverains en tout cas réagissent, les banques centrales aussi, par rapport à ça. Donc oui, on a pas mal de discussions en ce moment là-dessus. Et donc vous avez investi, là, enfin BPI France, dans plus de 200 startups dans crypto, blockchain, vous couvrez quand même un bon spectre. C'est quoi un peu les critères d'investissement et voilà, est-ce que vous avez des segments en particulier ou c'est plus, j'ai envie de dire, en mode spray and pray, un peu à la Kima, Jarose? Non, on est, alors
on arrose un peu, on ne prie pas beaucoup. Donc on regarde quand même ce qu'on arrose avant d'arroser. On arrose en subvention, hein, c'est un peu le terme n'est pas celui que j'aurais pris, mais fondamentalement quand on fait des subventions à l'innovation, on va avoir des boîtes assez jeunes. Si elles ont un modèle économique, si c'est une vraie entreprise, si on pense que la techno est valide, on est prêt à subventionner, ça fait partie de nos missions. Donc on a beaucoup fait ça dans ce secteur-là. Fondamentalement, et c'est en particulier important dans la crypto, ce qui compte pour nous, c'est que ce soit une entreprise. Quand on dit qu'on va acheter des tokens, on ne va pas acheter des NFT, on va encore moins acheter des crypto-monnaies plus ou moins bizarres, on va acheter des tokens qui sont représentatifs de la valeur d'une entreprise et pas autre chose. Donc le critère numéro un dans la crypto pour nous, ça a toujours été ça. On a financé effectivement à peu près 200 boîtes en 10 ans, un peu plus que 10 ans maintenant. Ces boîtes, c'est juste des vraies entreprises, donc ça va être évidemment beaucoup dans la finance décentralisée. Ça a été un petit peu dans la mode. On avait financé Ariani, par exemple, qui faisait de la traçabilité dans la mode. La blockchain, c'est intéressant parce que, d'abord, bon, c'est la techno de la finance décentralisée. Donc on voit à la fois la finance décentralisée qui réinvente finalement la finance de son côté. On voit la tokenisation des actifs réels de l'autre. Donc on voit la finance classique qui essaye de se réinventer, mais pour l'instant en parallèle. Donc on se demande comment tout ça va se rejoindre. Au-delà de ça, c'est la techno finalement de la décentralisation, de la confiance, de la traçabilité. Et donc on a deux tendances finalement dans le monde tech aujourd'hui. On a l'IA, qui est formidable, qui fait plein de choses, hein, l'IA générative, mais dont on ne peut pas dire que ce soit la techno de la décentralisation et de la confiance. C'est plutôt l'inverse. C'est de l'hypercentralisation sur beaucoup de choses. Et ça crée des problématiques de confiance, de traçabilité qui sont majeures et qui sont un peu existentielles, au moins pour les démocraties. Donc, la blockchain, de l'autre côté, je ne sais pas vous dire exactement comment, mais on a le sentiment que si on n'investit pas dans ces technologies-là, on capitule un peu sur la partie IA. Et donc on pense que développer les technologies de la confiance, développer les technologies de la traçabilité, au-delà même de la finance décentralisée, c'est un sujet important. Moi, et de l'autre côté de l'Atlantique, la politique est quand même très, très pro-crypto, on va dire. Hein. Donald Trump en a beaucoup parlé, il s'est même mis il a fait quelques business là-dedans. Nous, on est plutôt en Europe, bon, comme d'habitude, on aime bien faire un peu de régulation pour aussi voilà, d'un tas de raisons. Comment est-ce qu'on fait pour pas que les Français aujourd'hui partent justement là-bas, qui est devenu un peu le nouvel Eldorado de la crypto, et sans mentionner, enfin, on est quand même obligé de mentionner aussi, Alain en a parlé ce matin, ensuite des gros soucis qu'il y a eu de tentatives d'enlèvement en plus dans le secteur, qui n'aident pas, qui donnent envie à certains de partir. Donc comment est-ce qu'on fait pour répondre à tout ça? Ben, nous, on fait notre travail. Donc on fait en sorte que les gens qui veulent créer en France puissent créer en France. Oui, on est bon en régulation en Europe, hein, on est peut-être un peu trop bon. Enfin, on est bon en régulation. Dans le cas particulier de la crypto, la politique US qui consiste là à déréguler massivement, elle va aussi créer des problèmes quand même. Donc ça attire une partie des gens, clairement. Bon, il y a un premier sujet qui est que la liquidité. Dans toute la partie DeFi, la liquidité, c'est quand même majeur. Il faut qu'il y ait de la liquidité pour exister. La liquidité, elle est beaucoup aux US. Donc oui, ça attire un certain nombre de gens. À l'inverse, la dérégulation, on sait comment ça va finir. Il y a des champions qui vont sortir, il y a beaucoup de gens qui vont exploser en vol. Ça attire pas tout le monde non plus. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont convaincus, en particulier sur la crypto, qu'il faut un minimum de régulation. Et on a vu des gens venir en Europe pour Mika. Donc Mika, c'est quand même un truc qui a été pensé, qui peut être bien appliqué à ce stade des opérations. On n'a pas la preuve que ce sera appliqué de manière extrémiste, comme certaines régulations ont pu l'être en Europe. Donc pour l'instant, on veut le voir comme un avantage concurrentiel. On va perdre une partie des gens qui cherchent l'Eldorado, y compris dans cette dimension Far West. Mais on peut gagner les gens qui cherchent à développer une finance décentralisée, responsable, sous tous les angles. Et on espère que quand le boom US se transformera en bust, ça ne viendra pas trop faire bust chez nous en même temps. Donc il faut que la régulation serve à ça. C'est pas écrit d'avance. Mais on se donne toutes les chances de faire ça. Donc on voit des gens venir, on voit des gens partir, pour être honnête, et on fait tout pour que les bons restent. Mais c'est vrai que en ce moment, il y a un appel d'air qui est colossal, et donc même dans les boîtes qu'on a financées, on voit pas mal de fondateurs et de fondatrices, singulièrement. Il se trouve qu'il y a quelques fondatrices qui sont parties à New York, mais pour des bonnes raisons, parce que le business est là-bas. Après, le cœur techno, en général, dans ces boîtes-là, reste ici. Et c'est ça qui est important. Nous, ce qui compte, c'est que l'écosystème soit fervent, soit bouillonnant. Pour l'instant, il l'est encore. Après, il y a des trucs à régler, honnêtement. C'est l'occasion de le dire, mais le fait que quand on émet un token en France, on paye la TVA dessus, fait qu'il faut quand même être courageux pour émettre son token en France. Donc les gens vont émettre leur token en Suisse, se licencier ailleurs. Après, enfin, il y a des trucs
qu'on peut régler facilement quand même encore. Donc j'en profite pour le dire. On l'a entendu. Merci beaucoup Arnaud d'être venu encore une fois à FinTech Révolution. Toujours un plaisir. Merci. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.